Donc merci à tout le monde d'être si nombreux. J'ai quand même demandé à mes petits camarades de jeu pour cet après-midi de se présenter. On va bien sûr passer un petit moment ensemble, mais je pense que l'idée c'est également d'échanger avec eux sur leurs projets, leurs marques, leurs grands sujets. Donc voilà, je vais juste vous laisser la parole quelques minutes pour vous présenter. Cédric? Donc, je suis Cédric Dordain. Je suis arrivé chez L'Oréal dans la division cosmétique active. Donc, c'est plutôt les marques de pharmacie, Vichy, La Roche-Posay, Roger Gallet, il y a 1 an et demi. Donc, en fait, mon rôle, je suis au niveau de la division et je coordonne entre les départements internationaux des marques d'un côté et nos 45 pays de l'autre. Et essayer de mettre en place nos stratégies digitales et d'avoir tout harmonisé entre tout le monde. Et après, rapidement, j'ai un background complètement digital où j'ai fait 13 ans chez Universal Music et où j'ai vécu toute la transformation digitale dans le monde de la musique. Merci Cédric. Leonardo? Parfait. Leonardo Mastromoro ou Mastro Mauro parce que je suis italien. Donc en français c'est totalement différent mon nom. Donc je suis en charge de toute la partie CRM et marketing digital chez Transdev. Certainement si je vous demande qui connaît Transdev, certainement personne ne lève la main parce que ah ouais cool. Ah ouais, bah, d'ailleurs. Bravo. Moi j'ai fini quel mon public. job, je peux partir. En réalité, effectivement, d'un point de vue stratégique, la brand awareness Transdev, ce n'est pas le centre un peu de notre activité parce qu'on a plus une stratégie autour du brand territory. Si on décide de prendre un tramway là à Barcelone pour se rendre au Camp Nou, donc au stade, ben, on va prendre un tramway qui est géré par Transdev, mais personne ne le sait. Donc, c'est un peu ça la particularité chez Transdev et la particularité d'harmoniser un peu tout le CRM à niveau groupe, de le faire descendre du coup dans tous nos filiales parce qu'on est présent dans 19 pays. On a presque 400 filiales autour du monde. Et on a principalement un business B2G, c'est-à-dire très orienté au government parce qu'on est acteur du transport public. Donc pour 80% de notre business et 20%, on est dans des activités de type privé. Dans le cadre du transport public, on gère 11 transports publics, modes de transport public classiques, donc le métro, le tramway, le bus, etc. Et à ça, on a rajouté l'année dernière, on est très fiers de ça, des véhicules autonomes. Donc il y a même certaines zones en test US où certaines zones de certaines villes sont vraiment exploitées et on exploite vraiment des véhicules autonomes là-dedans. Donc, la très forte particularité chez Transdev, c'est que chaque filiale, on n'est pas dans le cas de L'Oréal où voilà, la marque elle est hyper connue, mais on a une marque qui est très connue de manière très locale. Donc, chaque division, on peut l'appeler comme ça, ou chaque réseau de transport a ses particularités. Il faut qu'on s'adapte à la zone de chalandise. Il faut qu'on s'adapte à la culture, au territoire, aux habitudes des citoyens. Moi, j'ai un background aussi de marketing digital. J'ai fait mes études d'ailleurs entre l'Italie et l'Espagne, donc ça me fait plaisir de revenir à Barcelone. J'ai travaillé dans le cadre du marketing digital comme consultant de 2007 à 2011 et j'ai eu la chance de rentrer, faire partie de la famille Transdev en 2011 avec la gestion des activités aéroportuaires du groupe dans le sud de la France et depuis 2014, je m'occupe de la partie CRM et marketing. Voilà. Merci pour ces premières introductions. On va bien sûr revenir tout à l'heure sur les projets dans le détail. Juste pour finir le petit tour de table, donc Jean de Columbus. Donc Columbus, on est, vous l'avez peut-être compris, une société de conseil. On est donc partenaire sur le Digital Benchmark depuis 2 ans, puisqu'on était là historiquement avec le BG à Londres également l'année dernière. Donc en quelques mots, on est une société donc indépendante. Indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux éditeurs, par rapport aux médias, on a une vraie prise de recul par rapport à tout ça. L'objectif évidemment de la séance pour nous, ça va être en introduction de planter un petit peu le décor sur cette partie Social Media Intelligence avant de rentrer sur des projets plus concrets. Alors, l'idée ici, c'est simplement de vous donner quelques idées, quelques concepts. Évidemment pas de rentrer dans le détail de tout, mais comme on est quand même là un peu pour parler de tech, on va rentrer sur le benchmark pour montrer des choses. Alors, sur la partie déjà un peu sur à quoi ça sert finalement d'avoir une démarche plus qu'un outil de Social Media Intelligence. Donc, première chose, c'est de se poser des vraies questions alors, autour de sa marque. Alors on verra que dans des contextes très différents, une marque, ça veut dire à la fois beaucoup et pas grand-chose. Mais finalement, qu'est-ce
quelle est la réputation, le reach de sa marque dans un écosystème digital complet, avec évidemment une partie sociale qui est particulière. Et évidemment, on va le faire pour soi-même, pour sa marque, pour son portefeuille de marque, parfois, mais également en regardant ce qui se passe chez les amis concurrents, pour bien évidemment s'en inspirer, se benchmarker, se poser des vraies questions par rapport à ce qu'on y voit. Ici, on vous présente simplement les trois grandes familles finalement de données ou de domaines qu'on va regarder. Donc de manière classique, alors ça s'applique au social, enfin au social, pardon, mais pas que. Donc tout ce qui va être le own, le paid et le earned. Bon, je pense que vous maîtrisez à peu près tous les concepts. Évidemment que le own, c'est simple à maîtriser, en tout cas à mesurer, puisque c'est ce qui appartient aux marques. La partie paid, un petit peu simple aussi, même si des fois on peut avoir des discussions avec ces agences, que ce soit d'ailleurs interne ou externe, peu importe. Et enfin, évidemment que le sujet qui pose le plus de difficultés, c'est cette partie earn ou le bouche à oreille en mauvais français, c'est quand même moche ce mot, bouche à oreille, bon bref. C'est là où se pose la question de finalement qu'est-ce que raconte le marché, que ce soit des influenceurs, des petits, des grands ou simplement des consommateurs, consommatrices, usagers qui se posent des bonnes questions. Donc finalement c'est cette triptyque-là qu'on va essayer de regarder ensemble sur ce sujet de SMI. Alors un exemple pour être concret du coup, donc ça on l'a tiré du coup, on avait fait exprès de le tirer de notre bibliothèque entre guillemets pour éviter de parler de produits dès le début, mais vous montrer typiquement une démarche dans laquelle on se pose pour dire sur un index digital. Alors celui-ci est plus large que le social comme vous pouvez le voir puisqu'on travaille sur des sujets de site web, de marketing digital, évidemment de social, mais aussi de la partie application mobile. Donc ça, c'est par exemple un index qu'on fait régulièrement par secteur, évidemment par pays, des choses que différentes marques peuvent utiliser. Bon là, on vous a juste sorti un exemple sur le marché suisse de l'assurance. Alors il y a peut-être des logos que vous reconnaissez, d'autres moins. Peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principe, c'est de se dire de manière assez à la fois simple, intelligible, là effectivement d'avoir des notions de radar, avoir une vision de ce qui se passe sur un secteur, sur une moyenne, et évidemment de regarder son petit nombril quand même, de temps en temps ça fait du bien, donc ce qui se passe au niveau de sa marque, et puis évidemment d'avoir le détail de toutes les marques. Et c'est pas uniquement un index qui sert à mesurer des choses de manière globale, mais également à rentrer dans le détail, c'est-à-dire dont on se dit, ben tiens, sur un indicateur, sur justement le earn, pourquoi donc le fameux bouche à oreille, pourquoi une marque est en train de décoller sur un Instagram ou autre, alors que sur la mienne il ne se passe pas grand-chose, mais on peut effectivement regarder. Et voilà, ça va être des outils qui permettent à la fois d'avoir une vraie vision de sa performance, mais aussi d'avoir rapidement des idées sur où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on doit se concentrer, se focaliser et avancer. Voilà, c'est un exemple. L'idée, c'était en tout cas de vous montrer plus du contenu qu'un outil. Donc, pour comprendre un peu ce qui se passe sur ce marché, qui est, comme vous vous doutez, sur la partie sociale, il y a beaucoup de choses qui bougent, entre plein de réseaux sociaux, une audience forte. Je vais pas revenir sur ces chiffres que tout le monde connaît. Là, plutôt de rentrer dans un domaine un peu tech pour se dire, mais quand je veux effectivement choisir un outil de SMI, quels sont un peu les grands sujets qui se détachent aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que c'est forcément des must-have, comme on dit. Ça peut être simplement des choses qu'il faut avoir en tête. Et après, se poser les bonnes questions de est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que par rapport à un contexte de marque, ça a du sens ou pas? Et à partir de là, d'aller de l'avant. Alors, première chose, ça je dirais que c'est... Alors, le mot intelligence artificielle, évidemment que ça représente beaucoup de choses. Ici, sur du SMI, c'est quand même une fonction qui est relativement répandue, c'est-à-dire finalement utiliser l'algorithmique pour pouvoir prévoir un certain nombre de choses. Alors ici, on a quelques éléments. Ça va permettre de comprendre un petit peu mieux la nature des relations entre personnes qu'on va pouvoir monitorer, notamment les influenceurs, évidemment, le niveau d'engagement, l'affinité, les réactions qu'on va pouvoir en tirer, et puis finalement d'aller jusqu'à des sujets un peu plus critiques justement, et on en parlera tout à l'heure avec Leonardo sur la gestion de crise, ou en tout cas les risques de crise, pour pouvoir les détecter évidemment le plus tôt possible, pour éviter de subir la vague, et plutôt la surfer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas être capable de la maîtriser un minimum. Donc typiquement, c'est des outils qui vont permettre de fournir un certain nombre d'indicateurs avancés grâce à un petit peu d'algorithmique qui
peut faire du bien. Ça, c'était la première chose. Donc, deuxième chose, c'est un peu un mix entre deux tendances, je dirais, entre d'un côté des marques qui développent des chatbots, on va dire plus ou moins conversationnels, et de l'autre côté, effectivement, de pouvoir analyser cette donnée. Donc là, à quoi ça sert? Ça sert simplement à se dire, tout ce qui va se raconter sur ces chatbots, ben, finalement, c'est du contenu, c'est de la sémantique qui a également une valeur, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va raconter, évidemment de ce qui va se dire, on pourra utiliser cette sémantique comme de la matière première finalement pour alimenter donc le moteur du SMI. Alors après, évidemment ça va dépendre de votre contexte, de l'ouverture de votre chatbot et ce genre de choses, mais en tout cas ça donne, c'est un bon moyen de mixer en tout cas des sujets qui jusque-là ne se parlaient pas forcément. Autre point qui est là, qui peut ouvrir on va dire, des possibilités un peu plus larges, je dirais, en termes de tendance et surtout de volume. C'est la partie finalement média TV, alors qu'on appelle ça du streaming ou de la diffusion TV classique. Le principe, c'est d'avoir des fonctions de listening sur ce qui va se passer sur du programme TV, que ce soit sur du replay ou pas, mais surtout finalement de comprendre pourquoi il y a une vague à un moment donné sur un sujet, la corréler avec ce qui peut se passer sur la diffusion, TV ou streaming, encore une fois. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir un peu corréler tout ça, et de se poser les bonnes questions entre mais finalement telle vague sur du SMI que je vois arriver, est-ce que j'arrive à la, notamment si on a si on a du contenu qui est proche enfin une marque qui a un contenu qui est proche d'une thématique qu'on va retrouver sur les réseaux TV, ça permettra de comprendre ce qui se passe, pareillement de mieux anticiper les réactions, les analyser, ce genre de choses. Vous voyez, on était assez court sur les tendances. L'idée ici, c'est plus de vous donner quelques idées, pas forcément de rentrer dans le détail de tout, mais d'éclairer un petit peu ce qu'on voit en tout cas dans ce benchmark. Donc le benchmark ici, donc ça fait effectivement la deuxième année qu'on le réalise. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on vous explique un peu la méthodologie, parce que dans tous les benchmarks du monde, on se dit toujours, on a plutôt envie d'aller chercher l'outil qui est plutôt dans le coin supérieur droit. On se dit, c'est celui-là qu'il faut que j'ai, sinon j'ai loupé un truc dans mon analyse. Là-dessus, on n'est pas tout à fait, enfin, on n'est pas vraiment catégorique. C'est-à-dire que, évidemment, avoir un outil qui soit en haut d'un cadran, c'est sympathique. Mais s'il y a les 3/4 des fonctionnalités qui vous présentent avec un certain prix qui ne vous servent à rien, évidemment, c'est que vous avez peut-être loupé justement votre analyse. Donc là, l'idée, c'est simplement de vous expliquer ce que nous, on met en avant. Alors, ici, c'est la vision assez froide du marché au global qui dit quelles sont un peu les fonctions qu'on peut voir. Alors en vert, vous avez bien compris, c'est toutes les fonctions un peu standards, un peu les commodités du marché, autour principalement de choses simples, autour évidemment de faire un minimum de reporting, de gérer la donnée, pouvoir l'analyser de manière assez fine. Alors certes, c'est des choses qui sont communes, après se jouent rapidement des questions de profondeur pour aller chercher de l'information, surtout quand, au-delà d'avoir un indicateur global, de pouvoir rentrer dans un détail sur j'ai vu une tendance, mais maintenant je veux aller dans le détail pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance. Donc là, on aura des niveaux différents, mais en tout cas, c'est ça. Les sujets de tout ce qui va être alerte et analyse, évidemment que ça, on trouve ce genre de choses. Et après, les autres éléments sur lesquels on aura on aura un peu une espèce de dispersion sur le marché. Alors, ça va être toute la partie listening. Là, l'objet, c'est pas de se dire est-ce que vous suivez un Facebook ou un Instagram, ça tout le monde le fait, c'est pas le problème, mais c'est d'aller chercher plutôt des formats un peu plus particuliers. Alors tout à l'heure j'ai cité la TV, mais de manière plus générale, des formats vidéo par exemple, de se dire ok, on peut très bien comprendre ce qu'il y a sur une vidéo, mais ce qui se joue sur la vidéo est dans la vidéo, sous-entendu la voix de la personne et voire même le jeu des acteurs, si c'est un film ou autre chose, ou simplement du témoignage, du youtubeur ou du reste. Bref, vous voyez bien que sur une vidéo qui est quand même un élément relativement simple, l'analyse de cette vidéo-là n'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on doit être capable de jouer cette vidéo-là et comprendre finalement ce qui s'y raconte, et donc créer une sémantique au-dessus qui est de loin pas quelque chose de naturel là-dessus. Après, il y a des outils type collaboration qu'on pourra effectivement discuter tout à l'heure avec Cédric. Et puis, certains outils qui font effectivement, même chose, on en discutera avec Cédric, sur la partie activation, c'est-à-dire faire un peu une boucle retour, c'est-à-dire au-delà de voir une tendance,
quelque chose qui se passe sur le marché, d'être capable d'agir, donc de pouvoir avoir un boucle retour, un peu une vision un peu 360 de la chose pour pouvoir avancer. Voilà, donc ça c'est un peu les éléments là. Et donc en résumé, ce que nous on va benchmarker et surtout le côté un peu premium qu'on va mettre dans ce benchmark, c'est sur les fonctions d'innovation. Alors je le dis parce que c'est vrai que dans les appels d'offres qu'on peut gérer, ou finalement les demandes du marché côté des marques, on ne va pas forcément chercher les trucs les plus innovants parce qu'on n'en a pas toujours besoin. Donc encore une fois, c'est nous, on met en avant le côté innovant des solutions plus que le côté je réponds à 80% du marché. Tout ça pour vous dire que voilà, en résumé, ce que ça donne, c'est ce qu'on voit ici. Il y a des solutions très différentes. Hein. On va en discuter tout à l'heure avec Cédric et Leonardo sur des solutions. Je vais juste en prendre quelques-unes. Hein. Je ne vais pas toutes les prendre, mais typiquement un sprinkler qui est bien connu sur la partie sociale au sens très large, à savoir, je sais gérer mes réseaux sociaux pour pouvoir interagir avec mes utilisateurs, mes fans ou autre chose. Et évidemment, là, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est l'autre partie du pavé, entre guillemets, qui est la partie intelligence et analytique. Donc là, effectivement, on pourrait se dire, un sprinkler, finalement, dans son utilisation globale, il est intéressant sur l'opérationnel analytique, mais là, on ne le retrouve pas forcément en haut du pavé sur la partie, justement, intelligence, parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui nous apparaît manquer par rapport à d'autres acteurs. Je prends un autre exemple qui est un Digimind aussi, qui lui va proposer d'autres fonctions peut-être plus avancées sur la partie TV. Donc là, l'idée, c'est également de se poser les bonnes questions par rapport à son besoin primaire. Qu'est-ce que je veux faire, jusqu'où je veux aller, quelle est aussi la capacité que j'ai en interne à gérer tout ça, parce que, encore une fois, est-ce que juste avoir un indicateur me suffit ? Et est-ce que je vais m'en satisfaire, ou alors est-ce que je veux avoir une vraie capacité à rentrer dans le détail, à pouvoir accéder à la donnée extrêmement brute et à partir de là d'être capable d'aller un peu plus loin. Donc voilà, nous on présente ce benchmark-là. Évidemment, comme dans tous les benchmarks du monde, c'est pas un qui est meilleur que l'autre, c'est plutôt un qui est plus adapté à un contexte et à un besoin. Et nous, c'est ce qu'on retrouve un peu, j'ai envie de dire, tous les jours sur nos projets. Voilà pour la partie benchmark du coup. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est effectivement de revenir à nos petits camarades, donc Cédric et Leonardo. L'idée, c'est effectivement qu'on puisse un peu plus comprendre ce que vous avez fait et un petit peu d'où vous êtes parti. Donc évidemment, la première question qu'on se pose tous, c'est pourquoi on irait mettre en place une démarche SMI et pourquoi on irait chercher des outils et quels sont finalement un peu les intérêts pour vous à rentrer dans ce genre de mise en œuvre, parce qu'effectivement on parle vraiment de mise en œuvre, c'est pas uniquement dire je prends un outil et j'ai les résultats. Donc ce que je propose, Cédric, peut-être, c'est de nous expliquer dans le cas d'un L'Oréal, dans ta division, effectivement, comment sont un peu passées les choses, d'où vous êtes parti, et puis c'était quoi un peu vos grands objectifs prioritaires? Alors nous, on est parti du fait, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, on était très focusé sur les sites web et on s'est rendu compte qu'en fait le social prenait une part importante pour augmenter notre awareness sur les réseaux sociaux et notre engagement, puisque chez L'Oréal, on a aussi un objectif de love brand. Et donc pour faire ça, on s'est aussi rendu compte que dans les pays, c'était assez décentralisé à l'époque et qu'il fallait vraiment se doter d'un outil pour essayer d'harmoniser tout ça. Et donc en fait, si on reprend le triptyque de la transformation digitale, donc organisation, process, système, donc l'organisation, c'était de dire les agents gèrent énormément pour nous et on devait nous aussi s'upskiller, comprendre comment marchaient les réseaux sociaux, comprendre ce qui se disait sur nos marques sur ces réseaux sociaux. Et donc on devait pouvoir se doter d'un outil afin d'avoir cette visibilité-là. Après, au niveau des process, on se rendait compte que c'était très manuel dans les pays, que c'était des reports Excel, ce genre de choses-là. Donc il fallait, alors moins sur le côté listening, mais sur le côté own par exemple, on s'est rendu compte que juste pour valider un planning de poste, il fallait entre 5 et 10 emails, un fichier Excel partagé. Enfin, c'était vraiment très manuel et très time consuming. Et enfin, donc la réponse était d'avoir un outil pour aussi pouvoir harmoniser nos performances. Donc il y avait beaucoup de remontées pays. On n'avait jamais les mêmes KPI qui remontaient, donc c'était impossible pour nous, pour nos campagnes internationales, d'un point de vue international,
de pouvoir monitorer, savoir si ça avait marché ou pas, comparer les pays. Et quand ils nous remontaient les mêmes KPI, en fait, les méthodes de calcul étaient très différentes. Donc on avait vraiment ce besoin-là d'avoir cette visibilité globale, d'avoir cette harmonisation, et pour pouvoir vraiment derrière échanger, mais d'un point de vue international, mais aussi pour les pays, pour que les pays puissent apprendre des autres pays. Très bien, alors du coup, la question qu'on se pose, puisqu'on est dans un benchmark technologique, c'est la techno que vous avez choisie pour le coup? Donc nous, on a pris Sprinkler. Pour revenir à l'autre triptyque présenté, parce que c'est un outil 360. Donc on va retrouver le own, on va retrouver le earn et on va avoir le paid. Donc on peut vraiment avoir ces trois qui discutent, on peut vraiment avoir cette vision globale. Donc quand je veux monitorer ma marque, quand je veux monitorer une de mes franchises ou une de mes campagnes, j'aurai toujours cette vision sur ces trois piliers-là. Donc je pourrais vraiment monitorer ça. Et ensuite, un autre exemple de ce côté 360, c'est par exemple pour de l'UGC. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer tout ce qui se dit sur nos marques, très simplement. Derrière, grâce à Sprinkler, on peut demander les droits d'utilisation à l'utilisateur pour pouvoir republier ça, republier ensuite facilement sur nos comptes sociaux, et partager ça sur nos sites web par rapport à des social galleries. Donc aujourd'hui, quand on faisait ça avec plein de systèmes différents, grâce à cet outil 360, on peut vraiment tout faire et qu'une seule fois. Parce qu'avant, on récupérait 2 ou 3 fois le même UGC pour le modérer 2 ou 3 fois différemment. Donc c'est vraiment la raison principale. Après, par rapport au benchmark qu'il y avait, une autre raison principale aussi, c'est la partie analytics. Sprinkler est très puissant là-dessus, dans le fait qu'on peut vraiment customiser. Aujourd'hui, les pays ont des besoins qui sont différents de nos départements internationaux. Les pays ont des besoins différents entre les marques. Donc même si on peut avoir cette harmonisation dans le tracking, dans le monitoring des performances au jour le jour, on peut vraiment customiser, savoir quel KPI on veut regarder pour telle marque. Et on peut aussi customiser vraiment la vue et arrêter de polluer les gens du marketing avec peut-être des métriques qu'ils ne maîtrisent pas ou qui ne sont pas relevantes pour eux. Donc ça, c'était aussi un des points importants par rapport à cette partie analytics. Très bien, donc en résumé, c'est vrai que c'est... là, on parle d'un benchmark SMI, mais vous êtes allé du coup, le besoin était un cran plus haut pour dire une solution social media management et intelligence qui soit finalement intégrée avec un vrai sujet de scalability, de déploiement multi-marques, multi-pays et avec tout ce qu'effectivement tu signalais. Alors du coup, je propose de passer à Leonardo parce que je crois savoir que tu as une démarche très différente pour le coup. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Oui, donc je commence par l'outil. Je commence par l'outil que nous avons retenu en 2013. Donc ça fait 5 ans qu'on y est sur Digimind. On utilisait la brique intelligence et aussi la brique social. Pourquoi Digimind? Parce qu'on avait à l'époque un besoin très spécifique qui après a évolué. Le besoin à l'époque était dans quelle manière on aide notre autorité organisatrice. En gros, quand nous, on gagne des appels d'offres dans une ville ou dans un territoire pour gérer le système ou le réseau de transport, on aide dans une sorte la ville à co-construire un service pour l'améliorer. Donc, les médias sociaux, historiquement, déjà à partir de 2014, mais déjà en 2015, c'était très fort, il y avait quand même des traces assez importantes de la part des citoyens, des voyageurs, nous on les appelle clients voyageurs, qui se manifestaient, qui disaient, eh bien, écoutez, effectivement, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas beaucoup de fréquences dans cette zone, ce serait intéressant de pouvoir arriver au supermarché dans ces quartiers assez plus facilement. Donc il y avait pas mal de demandes là-dessus, qui, à fur et à mesure et peu à peu, nous ont permis vraiment de construire une offre qui après, on présentait à l'autorité organisatrice et sur la base du besoin concret et final du client final, on arrivait à mettre en place une action. Donc c'était un vrai aide à la décision. Donc au-delà de détecter un vrai besoin d'un point de vue social, c'était aussi un outil d'aide à la décision pour dire, OK, dans la structure de notre réseau,
ben, c'est clair et évident qu'il y a un besoin là, donc on va booster la fréquentation, la fréquence là-dessus, ou on va booster plutôt la ligne 44 parce qu'effectivement, on n'arrive pas au quartier voilà, de la zone industrielle. Donc ça, c'était le besoin qu'on avait au tout début. Après, grâce à Digimind, comment dire, on a pu consolider et les infos sociales, mais aussi les infos d'autres types, donc des blogs, sites internet. Et aujourd'hui, donc c'est une action qu'on a fait en 2016, on arrive à rajouter dans la plateforme Digimind aussi d'autres types de données, d'autres types de contenus, comme de la presse payante. Mais ça, c'était déjà possible avant, mais nous, on a commencé à le faire à ce moment-là. Mais aussi de la télé, de la radio en real time. Donc, du coup, on a une vision vraiment 360 de ce que le citoyen, mais pas que, je parlerai plutôt des stakeholders dans une ville, dans une zone géographique, pensent de nous. Donc ça, c'était la première raison. Après, on a quand même une démarche de CRM assez importante chez nous. Et on essaye aujourd'hui de passer dans la gestion de médias sociaux tout simple à une gestion social CRM un peu plus avancée. C'est-à-dire, assez souvent, de manière assez simple, on dit « Ok, on fait du social CRM ». Mais concrètement, on fait quoi de social CRM? Souvent, on fait du community management et c'est tout. Nous, on essaie vraiment de consolider aussi les infos, les remonter ou juste des tweets, des hashtags qui sont faits sur les médias sociaux dans notre référentiel unique. Histoire que si on voit que M. Dupont a acheté un ticket, a acheté un abonnement de bus, on voit aussi qu'il a fait une réclamation et qu'un jour, il a fait un tweet assez intéressant sur Transdev et donc pourquoi pas lui donner une remise par rapport à sa fidélité, etc. Donc il y a vraiment les deux briques qui ont été assez impactantes pour le choix de l'outil. On avait un besoin d'abord de co-construction et après un vrai besoin de connaissance client. Alors du coup, par rapport à ces besoins qui sont finalement en deux phases, ça veut dire quoi concrètement en termes d'outils que vous avez continué à faire grandir et à rajouter des modules effectivement côté Digimind, ou c'était plus une intégration Oui, c'est effectivement, on a rajouté des modules dans Digimind, mais l'outil aujourd'hui qui est notre référentiel client, ce n'est pas Digimind parce que ce n'est pas son compte de métier. Donc du coup, on a des connecteurs, des API qui nous permettent justement de lier les écosystèmes, donc du social, du SMI à notre référentiel. On a un système qui nous permet justement de consolider tout sur le référentiel, de dédoublonner les infos sur les customers et du coup d'avoir une vraie vision 360 de notre client final. Donc on a agrégé différents outils. Voilà. Peut-être une question complémentaire pour vous deux. Sur la partie territoire de marque, puisqu'effectivement, quand on parle d'analyser un marché, une marque sur des produits, sur des usages ou d'autres choses, on se pose toujours la bonne question de quel est ce territoire. Alors, pas forcément de marque, ça peut être du coup un territoire d'usage pour le coup. J'imagine que là, même chose, vous avez des démarches assez différentes. Peut-être Cédric nous expliquer comment vous travaillez ce sujet de territoire de marque. Est-ce que c'est un territoire que vous posez une bonne fois pour toutes pour l'ensemble des marques pour tous les pays, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent varier? Et après, effectivement, on reposera la question à Leonardo qui sera, je pense, très, très différente en termes d'approche. Chaque marque a son territoire. Ça, et c'était aussi un besoin, c'était qu'aujourd'hui, le fait que toute cette gestion, que ce soit du listening, du own ou du paid, était décentralisée, on n'avait pas d'image de marque consistante à travers le monde. Donc certains choisissent de créer un compte Instagram global pour pouvoir vraiment avoir ce territoire de marque qui soit imprégné dans tous les pays. Nous, aujourd'hui, on est encore décentralisé, donc on laisse les pays faire. Par contre, on a une approche collaborative qu'on peut faire grâce à de tels outils, qui sont qu'on peut derrière driver, on peut proposer des plannings de poste, on peut voir les insights aussi entre tous ces pays-là, et donc adapter notre communication, et derrière partager tout ça entre tous les différents pays. Et des choses qui peuvent marcher dans des pays ou des tendances qu'on peut qu'on peut identifier dans certains pays pourront ensuite être réutilisées, analysées par les départements internationaux et ensuite être réutilisées dans les autres pays. C'est clair. Alors, du coup, j'imagine que Leonardo, les choses sont un peu différentes de ton côté.
Oui, c'est totalement une autre histoire. Parce que effectivement, comme j'ai débuté, donc la première chose que j'ai dit, c'est que la brand awareness Transdev, elle n'est pas extrêmement développée. Pourquoi? Parce que si on parle de Transdev comme opérateur de transport public, on est connu principalement dans la région parisienne et en Australie, à Melbourne et à Sydney. Au-delà de ça, on a des marques qui sont totalement différentes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du tramway de Barcelone, donc ça s'appelle Trambezo ou Trambex, mais derrière il y a Transdev. Ou si je prends la line 9 de Séoul, c'est le métro de Séoul, c'est Transdev, mais on ne s'affiche pas. Et ça, c'est un peu la situation partout. C'est la situation qu'on a en Angleterre, en Suède, aux US, au Portugal. C'est vraiment très compliqué, entre guillemets, la gestion de ça. Donc, ça veut dire qu'on a un besoin assez spécifique et qu'on utilise du coup les médias sociaux de manière assez indépendante. Donc, plus qu'indépendante, il n'y a pas une vraie stratégie à niveau groupe et à niveau corporate là-dessus. Mais on aide les différentes marques commerciales à pouvoir s'exprimer, à pouvoir justement prendre la parole sur les médias sociaux et à se défendre aussi. Et à cet effet, il y a un exemple assez parlant à Lyon, où on gère un tramway qui fait la connexion entre l'aéroport et le centre-ville, où en 2014, il y a eu un accident. Donc le tramway avait heurté une jeune fille. Heureusement, rien de grave, mais nous, on avait vu ça la veille à 22 h le soir. Ça nous a permis du coup d'anticiper le coup du lendemain, parce que la presse aurait, comme effectivement a fait, attaquer justement comment dire, les transporteurs parce qu'on n'a pas fait attention, etc., etc. Mais nous, on était déjà prêts. Donc on avait déjà un communiqué de presse prêt, on savait déjà quel type de langage utiliser. Donc on a pu anticiper ou quand même bien contrôler cette situation. Donc on est plus dans une démarche d'aide d'un point de vue local, plus que dans une harmonisation de tous les pays. Très bien, effectivement. Alors du coup, peut-être pour continuer la discussion sur, tu vois, Leonardo a pris un exemple précis de finalement de l'utilisation très concrète de ce que vous avez pu faire avec un Digimind et derrière réagir à une situation un peu de crise, clairement. Peut-être d'autres exemples, Cédric, sur, pas forcément de crise, mais des choses aussi peut-être plus positives. Hein. On a des crises aussi. J'imagine, mais bon, à toi de nous dire sur quoi tu veux nous éclairer. Mais voilà, peut-être d'autres exemples du coup sur ce genre de sujet. Non, mais là, je vais te rejoindre un peu parce que on a aussi, avec notre marque, par exemple, La Roche-Posay, on est vraiment sur le côté safety. Et donc, on a aussi dû commencer à anticiper, notamment grâce à nos amis Que Choisir et 60 millions de consommateurs. Quand ils sortent des études, on doit aussi faire attention aux bad buzz potentiels qu'on peut avoir sur l'un de nos produits. Des gens peuvent commencer à dire qu'on fait de l'animal testing ou des choses comme ça. Donc là aussi, on a essayé et on vient de mettre en place là en début d'année tout un process d'alerting, que ça soit en earned ou en own. Donc on fait bien attention aussi si on commence à recevoir une vague de messages sur nos propres pages ou de commentaires. Mettre en place un alerting process et s'assurer qu'on puisse y répondre dans les délais les plus courts. Donc ça, c'est un premier. Et un deuxième cas qu'on a vraiment, c'est en Angleterre et par rapport à toute la gestion du consumer care. Donc là, c'est plutôt sur nos pages et tous les messages qu'on reçoit, où là, en fait, on a vraiment adapté tout un workflow, où en fait, ce qu'on voulait, c'était un gain opérationnel pour les équipes, donc qui ne passent pas non plus toute la journée à gérer tous les messages entrants. Donc on a pu vraiment customiser comme il le souhaitait tout le workflow. On a aussi demandé à catégoriser tous les messages qui rentrent. Donc on a mis aussi des règles d'automatisation. Mais maintenant, on sait exactement pourquoi on est contacté. Donc est-ce qu'on est contacté plus pour telle franchise ou telle franchise et aussi, on a des insights particuliers. On sait exactement si c'est plutôt des messages positifs, si c'est plutôt des questions produits, si c'est des questions de pré-vente, si c'est des plaintes, customer care, etc. Et grâce à la solution, on a pu mettre en place, le workflow. Maintenant, c'est géré par des équipes en interne, c'est plus géré en agence. Et derrière, on a eu un feedback de leur part où ils nous ont annoncé qu'ils avaient quasiment divisé par 2 le temps de traitement de tous ces messages qui arrivent sur nos propres pages, sachant que ce nombre de messages augmente de plus en plus. Donc là, on revient effectivement sur ce que tu mentionnais au début, à savoir l'outil social pour également
gérer mieux la collaboration en interne, les opérations finalement, et d'être du coup plus réactif. Peut-être, je ne sais pas si vous avez un exemple, alors peut-être plus pour Cédric, sur tout à l'heure tu mentionnais en démarrage le côté Love Brands, qui est effectivement des objectifs pour le groupe L'Oréal. Sur plus peut-être la partie se mesurer finalement la puissance de vos marques par rapport alors soit vos concurrents, soit aussi en interne. Est-ce que là-dessus vous avez quelques retours aussi sur l'utilisation de ces solutions-là pour un peu comprendre les choses, pas forcément les anticiper pour le coup, mais simplement les comprendre et après se poser des questions et de rentrer dans certaines activations, certaines campagnes ou certains dispositifs? Donc en fait, oui, donc pour le côté Love Brand, notre KPI principal, c'est l'engagement rate. Et donc en fait, là, on vient de traquer l'engagement rate, puisque ça fait maintenant 1 an qu'on utilise Sprinklr. Et donc ce qu'on a vu, c'est que notre engagement rate a augmenté de 25% sur Facebook, alors qu'on sait que la part de paye sur Facebook est de plus en plus importante et que les posts sponsorisés engageaient beaucoup moins que les posts auprès de nos communautés. Et donc ça, en fait, en interrogeant les pays, pour essayer de comprendre comment on a pu améliorer cette performance, cette KPI, ils nous ont vraiment expliqué qu'aujourd'hui, si je suis Vichy dans un pays, je peux regarder comment performe Vichy dans les autres pays, quel type de posts ils font qui ont bien fonctionné. Je peux aussi regarder les autres marques de la division dans mon propre pays. Et aussi, il y a un module de benchmark dans la plateforme. Donc, on peut aussi aller voir ce que fait nos amis d'Aven et de Nux et compagnie. Et peut-être prendre des bonnes idées chez eux. Donc, Ok, donc tu confirmes que c'est typiquement ce genre de choses que vous pouvez pas forcément utiliser tous les jours, mais en tout cas qui sont intéressantes à avoir. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est, je vais encore citer Vichy. On avait un gros lancement l'année dernière sur le produit Minéral 89. Et donc là, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est que dès le départ, on a essayé de mélanger le earn et le own. Donc on a vraiment donné de la visibilité aux départements internationaux et aux pays sur quelles sont les performances, qu'est-ce qui se dit sur Minéral 89 au fur et à mesure à partir du lancement. On avait même fait un événement avec des micro-influenceurs à Vichy. Et donc ensuite, vous pouvez monitorer. Donc ils avaient le report qui tombait dans leur boîte mail tous les matins. Donc ils pouvaient exactement regarder et ajuster quasiment en temps réel la communication. Donc il y a des plannings de poste qui ont changé, des choses comme ça. Là aussi, on a remarqué que des performances, que ça soit en nombre de mentions, nombre d'impressions, les reach potentiels en earned, ou aussi les performances owned, sont toutes supérieures à la moyenne de Vichy. Et donc là, on va se servir de ce learning en fait pour appliquer ça à toutes nos campagnes internationales à partir de maintenant. Très bien, là du coup c'est très clair. Leonardo, alors évidemment on n'est pas sur les mêmes thématiques de Love Brands par définition, je pense qu'on l'a bien compris. Néanmoins, est-ce que tu as peut-être d'autres cas concrets sur finalement l'utilisation de ces outils ou de la démarche un peu plus globale entre le social d'un côté, sur comprendre les besoins, les usages et du coup les usagers? Oui, certainement au-delà de la partie co-construction qu'on a évoquée tout à l'heure, on est beaucoup orienté sur les sentiments et donc on arrive à pouvoir détecter de manière assez automatique les sentiments des usagers et donc quelles sont les remontées positives ou négatives de manière automatique, ce qui effectivement permet de véhiculer les informations, on peut dire négatives, ou à être traitées en urgence assez rapidement par l'équipe dédiée. L'autre aspect qui pour nous a une composante un peu plus stratégique, c'est l'aspect du social CRM. Donc là, on va vraiment essayer aujourd'hui parce qu'on fait du social CRM, mais on doit trouver une clé pour pouvoir effectivement intégrer tous les flux sociaux au référentiel final, au référentiel général que nous avons aujourd'hui. Parce que souvent, si on récupère un tweet, par exemple, on n'a pas son email. Donc, du coup, on n'arrive pas forcément à pouvoir le réconcilier dans notre base principale. Donc, aujourd'hui, on se pose des questions par rapport au modèle de données, par rapport à la manière dans laquelle on peut collecter la donnée. Donc, il y avait un autre atelier tout à l'heure où on parlait de la collecte de la donnée comme élément très important du marketing digital. Et voilà, on est concrètement là-dessus pour le moment. Ok, très bien. On arrive au bout du coup de cette intervention. En tout cas, je pense que ce qui était intéressant ici, c'est avec Cédric Leonardo, c'était nous illustrer finalement sur un même type de technologie
même si c'est pas les mêmes solutions, vous l'avez compris, mais c'est pas ça le plus important. Que les usages, enfin en tout cas ce que vous faites des solutions sont très différents, même si in fine on essaie de comprendre ce qui se passe au niveau du consommateur, de l'usager ou de la consommatrice finale, et qu'effectivement c'est un peu la richesse du besoin qui fait la richesse des outils qui sont derrière, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir ces outils qui présentent des fonctionnalités plus ou moins avancées sur des formats plus ou moins différents, avec des workflows, de la collaboration. Voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est effectivement un marché qui bouge beaucoup, qui ne présente pas forcément un stack entre guillemets de solutions très normalisé. Effectivement, quand on va voir une solution de SMI, je ne devrais pas dire ça, mais on n'a pas le même niveau de standardisation que quand on va regarder un outil CRM du marché, par exemple. Donc ça, effectivement, il faut l'avoir en tête, et c'est nous ce qu'on a aussi vu à travers ce benchmark, et je pense que les témoignages aussi ici sont clairs par rapport à ça. Donc je voulais vous remercier déjà, et si vous avez effectivement des questions, on peut bien sûr continuer la discussion. Par contre, on va la continuer autour d'un café ou d'un jus d'orange ou que sais-je. Voilà, en tout cas un grand merci et à très vite.